bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de partager avec vous mon échange avec maître Mylène Baucher-Robinet. Mylène est avocate au barreau de Paris depuis 2009. Elle pratique le droit des entreprises en difficulté, autrement appelé restructuring, au sein du cabinet Baucher de Bel Avocat qu'elle a cofondé il y a 3 ans, après une belle carrière chez Clifford Chance, puis un court passage chez Auguste Debouzy. Elle est également à l'origine de plusieurs initiatives comme les Journées franco-allemandes du restructuring ou encore Women in Restructuring, qui est une association interprofessionnelle qui réunit les femmes qui interviennent dans le domaine de la restructuration des entreprises en difficulté. Avant de lancer l'épisode, un petit message pour vous dire que c'est la dernière semaine, les derniers jours pour pouvoir vous inscrire sur la liste d'attente de la formation Réussir sa collaboration. Une formation qui s'adresse aux collaborateurs qui ont des difficultés de positionnement dans leur cabinet et aussi des difficultés relationnelles qui vont souvent avec les difficultés de positionnement. C'est un accompagnement sur 4 mois au sein de petits groupes puisque c'est maximum 6 avocats par groupe où je vous fais réfléchir sur votre projet professionnel comme avocat et puis ensuite on vient analyser votre environnement professionnel et travailler sur votre communication en interne avec vos collègues et notamment votre ou vos associés. Si ces enjeux vous parlent, je vous donne rendez-vous sur le site internet de Fleur d'Avocat. Si ces enjeux vous parlent, je vous donne rendez-vous sur le site internet de Fleur d'Avocat, fleurdavocat.fr. Vous pourrez ainsi vous inscrire sur la liste d'attente et bénéficier d'un accès prioritaire à la vente et aussi d'un tarif préférentiel. Vraiment, je vous encourage à le faire si ça vous intéresse parce que dans le cadre de la formation développer sa clientèle, c'était parti assez vite et presque exclusivement dans le cadre de la liste d'attente. Et clairement, les 2 places qui restaient à la fin de cette semaine de pré-vente, eh bien, ça ne laissait quand même pas beaucoup de choix en termes de groupe et d'horaire. Donc voilà, encore une fois, tournez pas trop autour, inscrivez-vous sur la liste d'attente et c'est sans obligation d'achat de toute façon. Donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Et puis pour tous les autres, eh bien, vous pouvez tout simplement rejoindre le groupe WhatsApp des auditeurs de Fleur d'Avocat. Il vous suffit pour cela d'écrire un email à l'adresse whatsapp@fleurdavocat.fr. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Mylène Baucher-Robinet. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Eh ben, merci à vous. Alors racontez-moi Mylène, comment et pourquoi vous êtes devenue avocate ? Alors c'est plutôt un hasard, le hasard des études, de mon parcours étudiant. Je n'ai pas fait d'études de droit. Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? J'ai été à Sciences Po. Alors bien sûr, il y a du droit public, beaucoup de droit public dans les premières années de Sciences Po. Mais l'école forme à beaucoup de métiers, beaucoup d'horizons. Et moi, je me destinais plutôt à aller vers l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous associez au monde de l'entreprise ? Vous vous projetiez comment ? Je ne me projetais pas énormément, en fait. Je voulais encore découvrir les différents métiers. J'ai une maman qui a été très active dans le monde de l'entreprise, dans les ressources humaines. Et puis dans le conseil, coaching, consulting. Donc c'est un monde que j'ai beaucoup connu, un peu de l'intérieur quand j'étais petite et que j'allais vagabonder dans les couloirs de l'entreprise de ma maman. Mais en fait, j'avais envie de découvrir ce que je voulais faire dans l'entreprise. Je suis partie en 3e année à l'étranger. Alors c'était une faculté de business en fait parce qu'en Allemagne ils n'ont pas d'école de commerce, ce sont les facs qui assurent ce rôle, mais voilà, à Mannheim c'est une très bonne faculté pour étudier le commerce et donc j'y ai appris le management, marketing, RH. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Allemagne ? J'ai choisi l'Allemagne. Alors ça, c'était pas du tout un hasard. J'ai vraiment un profil franco-allemand. J'ai grandi en Alsace, où j'ai appris l'allemand, comme tous les petits Alsaciens. Et ensuite, j'ai intégré le premier cycle franco-allemand de Sciences Po, qui était à Nancy. Et donc, on devait partir faire notre 3e année à l'étranger dans un pays germanophone. Donc ce n'était pas du tout un hasard. Et j'étais très heureuse de partir en Allemagne. J'avais l'impression presque de rentrer à la maison, me rapprocher de la maison. Voilà, donc j'étais très contente de partir en Allemagne. Et puis après, donc le retour se fait à Paris.
dans la rue Saint-Guillaume, mais il faut choisir un master et Sciences Po propose beaucoup de masters liés au monde de l'entreprise. Mais comme j'avais vu beaucoup de matières, j'ai choisi un master qui était un petit peu particulier, qui était un master de droit économique. Et l'objectif pour moi, c'était d'appréhender l'entreprise à travers un prisme juridique. Voilà, découvrir l'entreprise, un aspect supplémentaire et me construire un profil un peu différent, je pensais attractif pour un recruteur en entreprise. Vous vous disiez, je ne vais pas faire comme tout le monde de la communication et du marketing ou de la gestion. Le droit, ça peut être une corde... Alors, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire encore dans l'entreprise. Et je ne savais même pas que j'allais plutôt rester dans des fonctions juridiques. En fait, c'était vraiment pour apprendre. Et puis, c'est vrai que je voulais suivre une matière qui me semblait être plus technique. Voilà, plus technique. Et je pense que c'est pour ça que je me suis orientée vers ce master, mais sans du tout imaginer que je deviendrais avocate à l'issue de ce master et de quelques études encore après. Et du coup, ce master, coup de cœur ? Coup de cœur, oui. J'ai bien aimé le droit. J'ai un peu suivi le mouvement, on va dire, parce qu'après le master, beaucoup d'étudiants passaient le diplôme d'avocat, de l'entrée à l'école du barreau. Donc j'ai fait une prépa d'été et en fait j'ai beaucoup apprécié cette prépa d'été. Il y a même des matières que j'ai complètement découvertes ou que j'ai eu l'impression de vraiment découvrir avec un enseignement plus universitaire, plus traditionnel que celui qu'on avait eu à Sciences Po, même du droit des obligations, où on avait beaucoup axé l'apprentissage sur le solidarisme contractuel. Voilà, on avait des cours passionnants, mais très tournés aussi sur la discussion, la réflexion, les aspects presque politiques du droit. Et finalement, j'en ai vu un autre angle dans la prépa et j'ai beaucoup apprécié et j'ai passé le concours d'entrée. Que j'ai pu avoir. J'ai été major, donc j'ai été contente. Et j'ai intégré l'école du barreau. Et puis voilà, eu d'autres opportunités à partir de ce moment-là. Ouais, donc en fait, pas d'objectif particulier de devenir avocat, mais d'opportunités. Enfin, je veux dire, au cours de l'eau, quoi, au fil de l'eau. Au fil de l'eau, parce que... en fait, j'ai eu un professeur à Sciences Po qui s'appelle Reinhard Daman, qui enseigne toujours à Sciences Po, qui était mon professeur de droit bancaire. Et j'avais gardé des contacts avec lui pour l'écriture d'ouvrages notamment. Et à la fin de mes études, pour mes stages, c'est lui qui m'a proposé de rejoindre son équipe. C'est quoi cette histoire de rédaction d'ouvrages ? Alors en fait, Reinhard écrit beaucoup d'articles et de livres, de manuels, en restructuring, mais pas seulement. Et donc, effectivement, il m'avait demandé de l'aider sur des recherches, des rédactions, et j'étais restée en contact avec lui. Donc ça, c'était dans le cadre du Master 1, et après, c'est ça, vous étiez resté... Oui, dans le cadre de l'école. Ouais. Voilà. Et donc, après, ça a été des opportunités de stage dans les cabinets d'avocats. Et donc, il vous a pris en stage dès vos premiers stages du fait de cette coopération, enfin de cette collaboration dans le cadre de sa rédaction d'ouvrage, ou est-ce que d'abord il vous a recommandé ailleurs et puis ensuite vous avez travaillé avec lui ? Alors c'est venu assez tardivement le véritable stage, le cadre formel, c'était pour mon stage final. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout l'idée de faire du droit des entreprises, du droit des procédures collectives, parce qu'on appelait ça encore le droit des procédures collectives et pas le restructuring. Et donc, il m'avait proposé de le rejoindre dans le département procédures collectives. Et à cette époque-là, moi, les procédures collectives, je connaissais pas vraiment et en réalité, ça me disait trop rien. C'était pas vraiment la mode aussi à l'époque, on était avant Lehman Brothers, donc quand vous étiez étudiant, les matières un peu à la mode, c'était le corporate, le contentieux, le droit européen, et moi je regardais plutôt vers ces horizons-là.
Mais Reinhard est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'appréciais aussi beaucoup déjà l'un de ses collaborateurs que je connaissais. Donc je me suis dit autant rejoindre pour un stage une équipe que j'apprécie, d'autant qu'il y avait selon lui des opportunités à aller chercher en termes de collaboration après le stage. Donc je suis allée tenter l'aventure. Et puis quand je suis arrivée en stage, c'était la crise. Donc il y a eu beaucoup de travail et un travail exceptionnel et passionnant. Et je ne suis jamais partie du cabinet. On va revenir sur ça, mais du coup, puisque ça c'était votre stage final, qu'est-ce que vous avez fait avant au stade du PPI ou vos précédentes expériences? Mon PPI, je l'ai fait à la cour d'appel, à la cour d'appel de Paris, dans une chambre spécialisée en droit bancaire et financier. Et c'était une expérience extraordinaire. Et je la recommande très fortement, très vivement aux étudiants, aux futurs étudiants. C'est une chance incroyable que nous donne l'EFB de pouvoir passer plusieurs mois à l'intérieur des juridictions, aux côtés des juges. Il faut la saisir. C'est vraiment une chance unique. On n'est pas encore avocat. Par la suite, on n'aura plus jamais les mêmes relations que l'on peut nouer avec les juges à ce moment-là. Et je crois aussi que les juges ou les magistrats ont aussi très envie de passer des messages et ils les passent directement aux élèves avocats. Donc, de très belles expériences en juridiction, je le conseille vivement. Ouais. Et j'ai eu un autre stage chez une avocate qui s'appelle Sandra Azria et que vous avez interviewée. C'est fou. Voilà, à l'époque, donc c'était la place Vendôme. Je travaillais avec elle sur la place Vendôme. Et j'ai trouvé ce stage aussi passionnant, une découverte ou une redécouverte, parce que j'avais fait déjà d'autres stages en cabinet d'affaires avant. Et j'ai vraiment apprécié ce stage très varié, avec des beaux dossiers, beaucoup de process à mettre en œuvre aussi au sein du cabinet. Sandra m'avait fait confiance et si elle m'écoute, je la remercie encore. Elle a parlé de cette période dans son interview où elle dit, voilà, quand j'ai commencé, j'ai monté mon cab et j'avais vraiment l'ambition de faire une belle structure avec du monde et donc tout de suite j'étais dans une logique de process et de management et tout ça, donc c'est amusant d'avoir l'autre versant, le regard de justement du collaborateur, enfin stagiaire qui rejoint le navire en construction, quoi. Oui, et en fait, c'est quelque chose qui m'a marquée aussi, et je pense souvent à elle. Voilà, quand moi aussi je suis dans mes réflexions sur la construction et le développement du cabinet. Voilà, c'est un peu la même situation. Ouais, vraiment une super interview. Je recommande à tout le monde d'écouter Sandra parce qu'elle a une énergie folle. Et vous l'aviez rencontrée comment, Sandra? Vous aviez juste envoyé un CV? Je pense que c'était effectivement sur des réponses à recherche de stagiaires. Ouais. Et vous avez aussi mentionné d'autres petits stages en cabinet d'avocat avant. C'était pendant des étés où vous aviez fait une année de césure, quelque chose comme ça? Alors, il n'y a jamais eu d'année de césure. Moi, c'était toujours les étés que j'utilisais pour faire des stages. Alors, j'ai fait beaucoup de stages. J'ai commencé à peu près vers le milieu de mes études en cabinet d'avocat quand je savais que j'allais intégrer un master. Et donc, j'ai travaillé au sein du cabinet Landwell, dans le bureau strasbourgeois pendant un été. Et j'ai également fait un stage dans un cabinet de pénaliste auprès d'une avocate pénaliste qui était aussi l'attaché parlementaire d'un député. Parce qu'en réalité, en fait, je faisais un stage à l'Assemblée nationale, mais j'avais eu la chance de ce que l'attachée parlementaire était aussi avocate. Donc, elle me prenait beaucoup avec elle et j'avais la chance d'aller dans les audiences ou de la suivre en prison même. Donc, vous avez fait beaucoup de stages quand même très juridiques, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, vous dites que vous saviez pas, enfin, vous aviez pas un objectif très clair d'être avocate et que c'était la découverte du monde de l'entreprise et que vous vous laissiez aller juste à la découverte de ce qui existe. Mais j'ai l'impression que vous avez été très, très attirée quand même au moment de mettre en pratique vers des expériences qui sont liées à la profession d'avocat, quoi.
Oui, ça a été un premier stage Landwell qui était choisi parce que j'intégrais un master. Ensuite, effectivement, ce sont des stages que j'ai pu faire quand j'étais à l'école d'avocat. Donc finalement, Ouais. là, la voie a été tracée. Mais avant, alors j'ai commencé mes stages assez tôt ou à occuper mes étés. Voilà, j'ai fait un stage de marketing dans une entreprise de pneus au Chili. Je suis partie faire des Génial. missions humanitaires en Afrique. J'ai travaillé dans un journal pendant l'été. Enfin, voilà, j'ai essayé de voir beaucoup de choses. C'est quoi cette histoire de pneus au Chili? Vous vous êtes dit j'ai envie d'aller au Chili et donc vous avez envoyé des... Ça m'intéresse. Alors, en fait, ce sont des amis à mes parents qui avaient créé une entreprise de pneumatiques au Chili. Lui était un ancien de chez Michelin à Clermont-Ferrand. Et donc, ils ont monté l'entreprise. Et j'avais envie d'aller découvrir et le Chili et leur entreprise. Et donc, un an avant, j'ai commencé l'espagnol à Sciences Po. Donc, j'ai pris des cours intensifs d'espagnol. J'ai lu le Mercator. Et puis j'y suis allée avec mon bâton de pèlerin, voilà, pour un stage pendant l'été. Et alors je pensais Du coup, que c'était l'hiver là-bas. c'était l'hiver là-bas. J'ai eu l'impression de voir toutes les saisons d'ailleurs, parce que je suis allée autant dans le désert d'Atacama où il faisait très chaud, j'ai fait du ski dans les Andes, voilà, tout ça dans le même été. Mais j'ai découvert et l'entreprise à l'étranger et le marketing. Et j'étais bien contente d'avoir fait des cours d'espagnol avant parce qu'en fait, personne ne parlait l'anglais. Donc voilà, c'était de la découverte. Et vous avez parlé de l'Afrique aussi? Et j'étais en Afrique. Alors, ça, c'était au tout début de mes études à Sciences Po et ça a été une expérience extrêmement marquante. On avait créé avec quelques camarades une association humanitaire dont l'objectif était d'envoyer du matériel informatique à un réseau de radios rurales au Niger, sous l'égide du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Donc on a travaillé pendant 1 an pour récupérer du matériel informatique. Moi j'étais en charge de l'acheminement. Donc j'ai dû me débrouiller pour trouver un conteneur et envoyer le matériel en Afrique. Alors, heureusement, à l'époque, on a eu beaucoup d'aide de la part de nos professeurs et notamment de Dominique Strauss-Kahn, qui était notre professeur d'économie et qui nous a beaucoup aidés pour monter le projet et surtout donner des contacts pour l'acheminement. Et après, on s'est tous retrouvés au Niger. On s'est relayés pendant 3 mois avec plusieurs équipes pour aller former le personnel des radios rurales à utiliser le matériel informatique, donc essentiellement des ordinateurs qui leur servent à taper des CV, des lettres et les imprimer. Là, c'est vraiment la patte Sciences Po. On voit bien la patte Sciences Po de permettre aussi ce genre d'initiatives qui font pleinement partie du cursus d'une certaine manière, quoi. C'était découvrir le monde en fait, Ouais. découvrir le monde du développement. Et puis sortir véritablement pour la première fois de mon cadre de confort habituel. Ça a été incroyable. Je pense que ce sont des expériences qui vous marquent énormément. Quand je suis partie, j'avais pas loin d'avoir 18 ans. J'étais responsable de mon équipe sur un des voyages, responsable du transport. Donc j'allais récupérer tout le matériel informatique que j'ai jamais récupéré en intégralité. Donc ça a été ma première expérience avec l'Afrique et les contrats qu'on avait Et la passés. logistique. Voilà, et la logistique, mais surtout première expérience du droit des contrats en fait, parce qu'on n'avait pas fait les contrats. Et on a eu des mauvaises surprises et on a reficelé des contrats en arrivant sur place. Donc je me vois encore avec du personnel sur place en train de réécrire des contrats. Peut-être que ça m'a amené aussi tout doucement vers le droit. Qui sait. En tout cas, vous disiez que pour en revenir à votre expérience
auprès de Reinhardt que vous avez retrouvé du coup pour votre stage final, que ça s'est très très bien passé et que résultat vous êtes resté. Qu'est-ce qui vous a tant plu dans ce stage de procédure collective qui n'était pas si sexy que ça, et puis finalement ça a été la crise. Donc qu'est-ce qui fait que ce stage s'est si bien passé? Qu'est-ce qui vous a tant plu? Je pense que la matière m'a beaucoup plu déjà. Je l'ai découverte, cette matière extrêmement riche. On met les mains dans le cambouis, on est aux côtés du dirigeant dans une période où le bateau tangue très fortement. Il faut aller vite, il faut trouver des solutions, il faut négocier, il faut être pragmatique. Donc c'est une matière qui est à la fois très juridique, mais aussi très pragmatique, très économique, financière, aux confins de beaucoup de matières. Je pense que j'y ai retrouvé en fait l'aspect business que je voulais chercher pour ma vie professionnelle. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis beaucoup plu et j'ai eu envie de continuer. Et puis, bien sûr, des dossiers passionnants, de l'adrénaline, voilà, une possibilité de rester au sein du cabinet que je n'ai pas quitté pendant 10 ans. Et alors, du coup, j'ai dit que je donnerais 1 euro à une association à chaque fois que je dis du coup, donc il faut que je me réfrène maintenant parce que sinon je vais vraiment avoir besoin de vos services. Donc, vous restez en collaboration dans ce cabinet. Vous dites pendant près de 10 ans. Est-ce que vous vous souvenez des débuts? Est-ce que vous avez l'impression que ça a été, qu'il y a eu une sorte de cassure au moment de devenir collaboratrice, ou est-ce que les choses se sont faites plutôt dans la continuité? Dans quel sens une cassure? Il y a pas mal d'avocats que j'interviewe qui évoquent le fait que vraiment au début, ils ont vu une vraie différence entre je suis stagiaire, élève avocat, et je suis collaborateur, quand bien même c'est dans la même équipe, qu'ils ont l'impression que les attentes sont différentes, que vraiment ça change, et donc il y a un petit côté violenté, c'est un grand mot, mais en tout cas que c'est une grosse turbulence, quoi, le moment de prêter serment et les premiers mois, voire les premières années dans la profession. Vous, comment est-ce que vous avez senti cette intégration, justement, la fin des études et le début de l'exercice pleinement? Alors moi, j'ai pas du tout ressenti de différence entre mon stage et le début de la collaboration. Peut-être que c'est parce qu'on était sous l'eau, vraiment sous l'eau, donc il fallait que tout le monde mette la main à la pâte, et les stagiaires compris étaient très impliqués dans les dossiers. L'associé voulait de toute façon impliquer les stagiaires, et que ce soit pour moi ou pour les stagiaires qui ont suivi, ils étaient toujours traités comme des collaborateurs, voilà, comme il le disait. Donc j'ai pas senti de rupture entre la vie du stagiaire et la vie du collaborateur. Par contre, il y avait beaucoup de turbulences parce qu'on était dans une frénésie en fait de travail, une frénésie qui nous donnait beaucoup d'adrénaline, et je pense que ça, beaucoup d'avocats en parlent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous intégrez, quand vous avez intégré le cabinet, est-ce que la crise avait déjà éclaté, ou est-ce qu'elle a éclaté pendant votre stage? Elle avait déjà éclaté. Et alors, une anecdote rigolote, c'est que avant de commencer mon stage, on était en septembre 2008. J'avais été invitée par Reinhard Daman à un dîner dans sa maison avec beaucoup de personnes de la banque. Et les gens parlaient de la faillite de Lehman Brothers. Tout le monde disait Lehman Brothers va déposer le bilan la semaine prochaine, etc. Alors moi, je les écoutais parler. Je pense que je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. À mon avis, beaucoup de gens ne réalisaient pas nécessairement les implications que cela allait avoir. Mais j'étais à milieu d'imaginer l'impact que ça aurait sur le monde et sur ma vie très directement. Donc ça, c'était 2008. Et puis, début janvier 2009, j'arrive au cabinet Clifford Chance. Et effectivement, là, beaucoup de dossiers, notamment le dossier Nortel, qui est un des grands dossiers de faillite internationale qui a commencé à ce moment-là. Donc, on était vraiment
voilà, en plein dans la turbulence. Parce que la crise, elle a éclaté, c'est-à-dire que vous dites qu'il y a eu ce dîner en septembre 2008. Quand est-ce que la bulle a vraiment pleinement éclaté, vous vous souvenez? Je saurais pas dire s'il En y tout a cas, un c'était entre moment ce qui septembre et que les choses se sont accélérées, quoi. voilà, qui le caractérise. Déjà 2008 est considéré comme étant l'année de la crise. Et puis effectivement, ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement de faillite en chaîne, hein. Donc sur des mois, voire plusieurs années, effectivement, on a eu les conséquences de l'explosion voilà, ou de la crise des subprimes des États-Unis. Donc, vous êtes dans cette équipe. Ça a commencé à tomber, les dominos continuent de tomber. Ça ressemble à quoi votre quotidien concrètement? Parce que vous dites on était sous l'eau, ça n'arrêtait pas. Enfin, je veux dire, du coup, on était en pleine crise, les faillites s'enchaînent. Il y a ce truc où le monde devient une procédure collective. C'est quoi votre quotidien? Vous parlez de beaucoup d'adrénaline, Ouais, à quoi ressemblait votre quotidien à cette époque-là? On est en 2009, vous êtes élève avocate et ensuite jeune avocate. À quoi ressemble votre pratique? Alors, bon, je remonte loin en arrière. Une journée type, je ne sais pas, on commençait très tôt et on finissait très tard. Ça, je me souviens effectivement qu'on avait des grosses journées. Et d'ailleurs, au début, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi on finissait aussi tard tout le temps. Ça m'épuisait un peu. Alors, voilà, j'avais déjà fait des stages, mais je venais un petit peu comme ça pour continuer à découvrir le monde des cabinets. Je ne savais pas d'ailleurs que j'allais rester avocate autant de temps à cette époque-là. Mais on travaillait très tard, parfois sans manger. Parce que je me souviens qu'en fait, ils ne mangeaient pas le soir. Et moi, dans mes premiers mois ou premières semaines de stage, je me souviens qu'il y avait quand même plusieurs fois où on était en réunion le soir et je n'osais pas me lever et puis dire que je voulais aller m'acheter à manger. Puis à un moment donné, quand même, je me suis dit, allez, maintenant il faut y aller, le soir on mange. Donc finalement, j'ai pris le pli et je forçais tout le monde à aller chercher à manger le soir. Donc déjà là, ça allait mieux. Je pense que j'ai fait beaucoup de malaise quand même. La première année, je suis tombée plusieurs fois dans les pommes au cabinet, alors que j'étais jamais tombée dans les pommes de ma vie auparavant. Et oui, je pense que c'était la fatigue, le stress. Je découvrais tout. On est stagiaire ou jeune collaborateur. On n'est pas sûr de soi. C'était moi, je vivais les choses avec beaucoup de sérieux, de rigueur. J'avais beaucoup peur de mal faire. Donc, il y avait quand même beaucoup de stress autour de tout ça, même si j'avais aussi beaucoup de plaisir à faire partie en fait de cette équipe, travailler sur ces dossiers. Je me rendais bien compte à quel point c'était extraordinaire, hein. Et puis progressivement, voilà, tout ça s'est atténué. Et comme je dis souvent, en fait, le plaisir a progressivement remplacé le stress. Voilà. Ouais. Mais même j'essaye en fait de me mettre dans la compréhension du business à l'époque dans cette équipe, c'est-à-dire que est-ce que c'était un très gros dossier? Vous avez évoqué le Nortel. Est-ce que c'était un très gros dossier qui vous a occupé de manière très intensive parce que beaucoup d'enjeux? Est-ce que vous aviez est-ce que au contraire du coup de ce côté un petit peu genre tout est en crise, il y avait plusieurs gros dossiers qui se cumulaient comme ça en procédure collective? Enfin, comment fonctionnait votre équipe en fait, et du coup j'imagine que ça a aussi un petit peu un impact sur vous, votre manière de travailler. Alors il y avait pas qu'un seul dossier, il y avait plusieurs gros dossiers et puis il y avait aussi des petits dossiers, même si aucun dossier n'est petit. En termes d'enjeux financiers. En termes d'enjeux, d'ampleur, je montais plus rapidement en autonomie sur ces dossiers. Et puis je ne voyais pas tout. Enfin, c'est-à-dire que je travaillais sur quelques dossiers et puis d'autres membres de l'équipe travaillaient sur d'autres dossiers. Donc en fait, on avait un partage des dossiers en général en râteau et pas de manière hiérarchique avec toutes les strates de l'équipe qui étaient occupées sur chacun des dossiers.
Donc voilà, mais on avait aussi des dossiers plus petits, parfois pour des administrateurs ou des mandataires judiciaires qui nous faisaient intervenir et sur lesquels je pouvais prendre plus rapidement de l'autonomie, toujours sur la supervision de membres plus seniors de l'équipe. Mais ça a été très agréable. Je pense qu'en fait, il faut que je vous pose la question, c'est quoi le restructuring ? C'est quoi les procédures collectives ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Et est-ce que vous pouvez l'expliquer aux auditeurs ? Que fait un avocat, par exemple, dans ce dossier Nortel, où vous venez de parler aussi d'autres dossiers sur lesquels vous interveniez plus par le biais d'administrateurs judiciaires ? On vous appelle, il y a ce client, il vient, quel est son besoin et qu'est-ce que vous allez faire pour lui ? Vraiment d'un point de vue très concret et pragmatique, quoi. Alors, c'est une question très large, déjà sur le restructuring. Je pense que le point de départ, c'est l'entreprise en difficulté. Mais vous allez dire, quand on parle de l'entreprise en difficulté, finalement, toute entreprise qui mandate un avocat, c'est qu'elle a une difficulté. Mais quand on parle de l'entreprise en difficulté au sens du restructuring, ce sont des difficultés d'une certaine gravité, déjà actuelle ou potentielle, mais qui sont susceptibles de conduire l'entreprise à une impasse financière et, in fine, à l'ouverture des fameuses procédures collectives, donc sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire. Donc ça, c'est le point de départ. Quand on est avocat en restructuring, on peut être le conseil de l'entreprise en difficulté, qu'on appelle le débiteur dans le jargon, ou on peut aussi être le conseil des partenaires de l'entreprise en difficulté. Typiquement, c'est créanciers, co-contractants, mais ça peut être aussi ses salariés, par exemple. Voilà, un certain nombre de partenaires que l'on peut aussi conseiller et qui font face à une entreprise en difficulté, qu'elle soit déjà en procédure collective ou pas. Et donc voilà, c'est tout ce microcosme, l'entreprise en difficulté, avec une palette d'actions qui est très large, parce qu'il y a ces procédures, ces fameuses procédures, et donc si on intervient dans ce cadre-là, on est déjà dans des processus judiciarisés. Mais finalement, le restructuring, et le nom donne déjà cette appréhension, c'est aussi la phase amont. Et d'ailleurs, c'est l'objectif du législateur, du gouvernement, c'est de faire en sorte que le traitement des difficultés se fasse le plus possible en amont de la procédure, donc dans le cadre de procédures de prévention, mandat ad hoc, conciliation, voire même sans ces procédures, où on va conseiller l'entreprise pour renégocier sa dette, restructurer la dette, obtenir de nouveaux crédits. On peut conseiller un groupe pour céder une de ces entreprises sous-performantes. On peut d'ailleurs aussi conseiller des acquéreurs d'entreprises sous-performantes, donc pour des acquisitions qui se font souvent à des prix négatifs. Parfois, l'acquisition se fait à la barre du tribunal, ces fameuses reprises à la barre. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire dans le cadre de l'entreprise en difficulté. Et alors concrètement, sur le dossier Nortel, on avait une place assez atypique pour un cabinet comme le cabinet Clifford Chance, qui est un grand cabinet anglais. C'était la place de conseil des salariés et des comités d'entreprise. Et donc dans ce dossier-là, on a eu un rôle très important dans le cadre de procédures internationales. Parce que Nortel, c'est une procédure de redressement, de restructuration qui est intervenue au niveau du groupe pour l'ensemble des sociétés dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada principalement, et puis dans d'autres parties du monde. Donc il a fallu coordonner ou travailler sur des procédures coordonnées avec des contentieux internationaux. Des problématiques extrêmement complexes et qui ont fait aussi que j'ai pu, pour la première fois, toucher des aspects de droit international. Ok, je comprends. Donc, vous êtes amené aussi à voir, j'imagine, comment l'entreprise dépense son argent, quels sont ses actifs, et ensuite... J'imagine que vous faites des réorganisations de sociétés, de comment sont distribués les actifs, les négociations avec les partenaires pour négocier les dettes, etc. C'est ça ? Exactement. Quand l'entreprise ne va pas bien, on essaie de diagnostiquer pourquoi. Alors, on n'est pas seul à faire ces diagnostics. Il y a des diagnostics opérationnels, financiers. Mais quand l'entreprise ne va pas bien, il faut trouver les raisons.
de ces difficultés, trouver les solutions qui peuvent être des solutions financières, de refinancement d'entreprise. Les avocats travaillent généralement beaucoup sur ces aspects-là, les aspects de financement, de cash. Et donc la société peut être restructurée par son propre actionnaire. On est dans une solution de continuation. Ou alors, l'actionnaire peut décider que la restructuration, il ne veut pas la faire. Et à ce moment-là, c'est un tiers, un investisseur, ce qui peut être un industriel, un fonds de retournement, qui va acquérir l'entreprise et puis opérer la transformation, la restructuration de cette entreprise. Ok, je crois que je comprends mieux. Je ne savais pas du tout que le restructuring impliquait que les avocats intervenaient beaucoup sur aussi le refinancement. Voilà, j'ai découvert quelque chose. Merci beaucoup. Finalement, on intervient beaucoup dans les aspects financiers. En fait, les avocats restructuring ont une casquette très, très finance. Alors, on fait aussi beaucoup de corporate. On le fait avec les avocats spécialisés en la matière. Mais on intervient beaucoup pour permettre à la société de retrouver son souffle en termes de trésorerie temporairement et puis ensuite sur le long terme. Mais la restructuration, le retournement d'une entreprise, c'est pas seulement lui permettre de retrouver des liquidités pour financer son exploitation. Il y a des causes qui sont plus profondes, plus opérationnelles, qui sont liées à l'activité, au process, à la commercialisation, au personnel, etc. Et en fait, tout ça, il faut qu'on le travaille aussi. Alors, on le fait en lien avec souvent des managers spécialisés, des managers de transition. On le fait en lien avec des conseils opérationnels et puis toujours les conseils chiffres, les conseils financiers. Ouais, c'est intéressant. Et donc, vous dites que vous êtes resté 10 ans, qu'à un moment, le stress du début s'est progressivement amoindri au bénéfice de plus de plaisir, de plus de part de plaisir. Quels sont les faits marquants de votre évolution pendant ces 10 ans? Quel est votre regard sur ces 10 ans chez Clifford Chance? Dans cette équipe, en tout cas. Alors, le temps est passé très vite. Oui, je peux dire que j'ai pas vu le temps passer et j'ai beaucoup apprécié toutes ces années. Je n'ai pas cessé d'apprendre et je pense que je ne cesserai jamais d'apprendre. On a eu des dossiers très diversifiés. Mais au-delà de l'apprentissage sur les dossiers, ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été aussi la possibilité d'être impliqué dans des activités annexes. Alors, c'est les activités de l'avocat, mais dans des réflexions sur les réformes du droit des entreprises en difficulté, du droit français, du droit européen. On a fait beaucoup de lobbying, on a participé à beaucoup de travail aux côtés de la Commission européenne sur la réforme du droit européen, même la construction du droit européen des entreprises en difficulté. Comment est-ce que vous êtes intervenu là-dessus ? À quelle occasion, comment s'est présentée l'opportunité d'intervenir sur cette construction plus de la norme, que ce soit au niveau français ou au niveau européen? Alors, ça dépend des réformes. Au niveau du droit européen, effectivement, il y a des consultations qui sont organisées, parfois extrêmement formelles, des consultations publiques, parfois beaucoup plus informelles. Le droit européen est en construction et les textes sont assez récents. En fait, on a une directive qui est transposée cette année, mais ça fait des années et des années que ce projet de directive est dans le pipeline. Et je pense que oui, ça doit faire au moins 6 ans qu'on travaille sur ces projets de manière, je pense, informelle d'abord, puis formelle. C'est quoi informel ? Alors là, je ne peux pas vous dire exactement par quel biais, parce que moi, j'étais collaboratrice, donc je ne sais pas ce qui pouvait lier le cabinet aux acteurs. Hein. Donc je pense que ce sont plus des consultations informelles, mais peut-être qu'elles ont été formalisées. Par contre, il y a aussi des dossiers dans lesquels nous sommes instruits, où nous avions été instruits par des pays étrangers.
notamment, oui, je pense des pays du Moyen-Orient. On avait travaillé sur des dossiers de réforme pour des pays du Moyen-Orient qui voulaient modifier leurs droits des entreprises en difficulté, et donc avec différents bureaux dans le monde, donc le bureau anglais, le bureau, alors je ne sais plus exactement, mais on travaillait effectivement sur des comparaisons de nos différents régimes pour leur offrir des modèles pour leur propre réforme du droit. Et ça, c'était extrêmement intéressant aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces aspects lobbying et je ne sais même pas comment qualifier ça quand on conseille un pays, un État sur sa prochaine réforme, mais c'est une forme de lobbying aussi d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Beaucoup d'ouverture, déjà, un regard sur les droits des autres pays, la compréhension que le droit est en mouvement perpétuel, et surtout celui des entreprises en difficulté, j'ai l'impression. Des contacts, beaucoup de contacts à l'international, et puis ces actions d'échange, de réflexion, couplées au travail sur des dossiers internationaux, et tous les échanges avec les professionnels étrangers que j'ai pu avoir sur les droits des entreprises en difficulté étrangers m'ont permis de mieux comprendre les différentes approches philosophiques, si je puis dire, du droit des entreprises en difficulté. Et on a vraiment des conceptions très différentes de la façon dont les entreprises en difficulté doivent être gérées, traitées, selon que l'on se trouve en France, en Allemagne ou en Angleterre. Quels sont, du coup, ça m'intéresse, mais vous me dites si j'en demande trop, mais est-ce qu'il y a 2 ou 3 ou 4 conceptions majeures de comment est-ce qu'on restructure une société en difficulté, d'un point de vue vraiment de philosophie et d'approche? En fait, on peut dire qu'il y en a deux. Que l'on oppose traditionnellement. Après, on peut encore beaucoup débattre de tout ça, mais traditionnellement, on va opposer la tradition anglo-saxonne qui est creditors friendly, donc des droits qui sont très favorables aux créanciers, notamment notre droit français qui est debtor friendly, donc très favorable à l'entreprise en difficulté. Schématiquement, dans la conception anglo-saxonne, lorsqu'un débiteur est défaillant, ne peut plus payer ses créanciers, son actif redevient la propriété des créanciers qui prennent la main sur la conduite de la procédure collective, et on peut aller beaucoup plus rapidement vers des hypothèses de liquidation et d'appréhension de la valeur résiduelle de l'entreprise par ses créanciers privilégiés. Et c'est là où on revient dans des situations où les sûretés et le rang des créanciers est extrêmement important. Le droit français, lui, est aux antipodes et est souvent présenté comme l'un des droits les plus favorables aux débiteurs, à l'entreprise en difficulté, en Europe, voire dans le monde, parce que l'objectif du législateur, c'est de créer une bulle de protection autour de l'entreprise en difficulté, et ce, le plus tôt possible, le plus en amont possible de la survenance des difficultés. On crée une bulle de protection, on éloigne comme ça les créanciers, on leur dit « Attendez, laissez-nous un petit peu de temps, pas beaucoup, une pause, pour que le débiteur, le dirigeant reprenne son souffle et essaie de trouver des solutions, et que l'on préserve en fait la valeur de l'entreprise, l'activité et l'emploi, parce que ça c'est un élément déterminant de la conception française, qu'on préserve l'emploi et qu'on essaie de trouver des solutions de continuation de l'entreprise. In fine, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est défavorable aux intérêts des créanciers si on arrive à trouver des solutions de restructuration et de poursuite de l'activité de l'entreprise qui va payer ses créanciers, alors peut-être de manière plus échelonnée, mais plus importante. Voilà. Mais tout ça, ce sont des grandes conceptions différentes de la façon dont on va organiser la procédure collective ou le traitement des difficultés de l'entreprise. Est-ce que les compétences à mobiliser sont différentes dans un cas ou dans l'autre ? Non, je pense pas. Par contre,
il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand on travaille sur des dossiers internationaux et que nos interlocuteurs sont des anglo-saxons, il y a un travail de pédagogie très important. Et il faut toujours se replacer un peu dans leurs chaussures, se placer, se mettre à leur place et se dire, voilà, eux, ils vont avoir cette appréhension. Je vais casser les a priori tout de suite et leur donner le bon niveau d'explication parce que je sais quels vont être leurs a priori faux. Par exemple, quand ils vont venir, qu'on va leur expliquer qui sont les mandataires judiciaires représentants des créanciers. Non, ce ne sont pas les mandataires judiciaires qui font la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. C'est le débiteur avec l'administrateur judiciaire. Et donc, toute cette digression est venue du fait que vous avez évoqué les side projects, les projets auxquels vous avez pu prendre part en parallèle du traitement des dossiers. Donc, vous avez évoqué le travail sur le fond dans l'élaboration de réglementation et vous étiez sur le point de poursuivre quand je vous ai coupé. Donc, j'imagine qu'il y a eu d'autres initiatives. Oui. Alors, c'est vrai que finalement, l'activité d'un avocat est très variée et elle était déjà pour moi dès le début, en fait, parce que donc... Je travaillais à la rédaction d'articles, on écrivait beaucoup, toujours avec Rainer Dammad ou parfois seul. On travaillait donc sur les réflexions normatives. J'organisais beaucoup de conférences. J'étais beaucoup dans la communication et le marketing, pour l'équipe ou pour d'autres organisations. Ça me plaisait beaucoup. Quelles organisations ? Par exemple, on avait créé les journées franco-allemandes des restructurations d'entreprises. Donc ça, c'était un petit peu mon bébé à l'époque. C'était moi qui voulais. Qui ? Alors, c'était moi qui avais pris mon bâton de pèlerin pour dire on va faire quelque chose sur le franco-allemand, puisque moi j'étais toujours très franco-allemande, très tournée vers l'Allemagne. Et donc, le cabinet, mais aussi avec les instances représentatives des administrateurs mandataires judiciaires en France et en Allemagne, s'étaient associés à cette initiative. Et aujourd'hui, c'est beaucoup en fait ces instances représentatives qui ont repris la main sur les journées franco-allemandes des restructurations d'entreprises. Alors attendez, donc vous en êtes à quel moment de votre parcours là ? Vous avez combien d'années de barreau ? Je sais plus. Je sais plus quand est-ce qu'on a, peut-être 2015, donc je vais avoir 5-6 ans. Donc là, vous vous dites, et si on créait quelque chose de franco-allemand autour du monde des restructurations ? Oui. Voilà. Vous en parlez à votre associé, vous en parlez au cabinet, vous commencez par quoi ? Bien sûr, j'en parle à mon associé, tout d'abord, qui aime beaucoup l'idée. Il était toujours très enthousiaste, très partant pour faire des choses comme ça. Et puis, je n'ai plus exactement souvenir comment les choses se sont faites. On en a parlé évidemment avec le président du Conseil national à l'époque, qui était Marc Sénéchal, si ma mémoire est bonne. Et puis avec le président donc son homologue allemand, ou l'un des homologues allemands, parce qu'il y a plusieurs instances représentatives en Allemagne, qui était un de nos clients allemands à l'époque, Axel Birbach. Et donc c'est comme ça qu'on a créé la première journée franco-allemande des restructurations. Et puis les rencontres, on se sont organisées depuis tous les 2 ans. Et donc vous prévoyez le programme des tables rondes. Quel était votre rôle passer l'impulsion que vous avez donnée au projet et la création des premières journées. Quel a été votre rôle, dans cette association ? Oui, c'était créer les programmes, proposer en fait des thèmes de table ronde, proposer des intervenants. Alors, ce qui était formidable, c'est que on avait le soutien de l'équipe communication, donc des professionnels du cabinet qui nous aidaient avec toute la logistique, trouver des lieux. Voilà, donc on était. J'ai passé beaucoup de temps à faire ces conférences, à organiser ces conférences. Il y a eu les journées franco-allemandes, mais il y en a eu beaucoup d'autres avec les ministères, le ministère de la Justice, avec des cabinets étrangers. Oui, j'ai travaillé beaucoup sur l'organisation de conférences et puis je faisais aussi beaucoup de formations. J'aimais bien faire de la formation et donc j'avais l'initiative, en fait. J'essayais de trouver des formations pour les clientes du cabinet. Et puis,
Ça veut dire quoi, j'essayais de trouver des formations pour les clients du cabinet? Vous réfléchissiez à des thèmes qui répondraient à des questionnements actuels chez eux? Comment vous... Ouais, c'est juste, ça veut dire quoi? Oui, alors je pense que c'est aussi partie de la matière et pas nécessairement mon envie à tout prix de faire de la formation. Mais ce projet ou ces projets sont partis du constat que les dirigeants, et de manière renforcée à l'époque, n'avaient pas une bonne connaissance des outils de restructuration de l'entreprise. Déjà une peur effroyable du tribunal et de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire, et puis des autres outils de prévention absolument inconnus, alors que ces outils sont des outils qui sont à leur disposition, qui ce sont des outils de management. Et donc, il y a un besoin criant d'informer les dirigeants, et encore plus à l'époque, d'informer les dirigeants sur l'existence et l'intérêt de ces mesures, de ces procédures. Et donc, les premières formations que j'avais développées, effectivement, c'était pour informer sur les procédures de prévention et traitement des difficultés. Et c'était difficile. Qu'est-ce qui était difficile? C'était difficile d'amener, et c'est toujours d'ailleurs très difficile, d'amener des dirigeants d'entreprise vers ces formations. Pourquoi ? Parce que de manière générale, les difficultés de l'entreprise, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Alors effectivement, si je suis dedans, c'est peut-être plus le moment d'aller regarder ces choses-là, mais encore que si je suis dedans, on n'y va pas parce qu'on ne veut pas se faire voir, hein, puisque si on a des formations en présentiel, à l'époque on ne faisait pas de Zoom et de visioconférence, c'était pas très bon de se faire voir dans ce genre de formation. Donc assez difficile d'amener les dirigeants autour de la table. J'ai fait des formations souvent à travers des organismes de managers de transition, pour déjà des organismes professionnels, mais assez difficile pour moi de rassembler en fait des parterres de dirigeants sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, le sujet est beaucoup plus facile à aborder. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'efforts qui sont faits, y compris par les pouvoirs publics, pour amener l'information vers les dirigeants, sachant que de toute façon, aujourd'hui, on est à nouveau dans un contexte de crise économique. Et la crise économique, c'est celle de tous. C'est l'affaire de tous. Et si moi, j'ai des difficultés, mon voisin aussi en a. Donc, psychologiquement, c'est peut-être un petit peu plus simple, donc je tempère quand même, pour aborder les dirigeants et aborder ces thèmes avec les dirigeants d'entreprise qui ne sont pas directement, immédiatement concernés aujourd'hui. Mais il y a effectivement, je pense qu'il y a un manque de formation dans les programmes initiaux. Alors, de sensibilisation. De sensibilisation, bien sûr, les écoles de commerce, les grandes écoles de commerce ont des programmes de formation restructuring, mais pas toutes. Et puis c'est comme tout, la sensibilisation c'est déjà bien, mais c'est différent de quand on est on est dans la difficulté en ce moment, et donc on comprend ce que voulait dire ces cours, on le comprend dans sa chair, et c'est pas du tout la même expérience. Vous avez l'impression que vous avez réussi à je sais pas, est-ce que c'est une histoire de mots employés au moment d'intituler la formation, ou est-ce que vous avez l'impression que justement vous avez réussi à un moment à faire en sorte que ces formations que ça marche mieux, enfin que les gens aient moins peur de pousser les portes, ou est-ce que ça s'est maintenu comme ça un peu avec beaucoup de distance? Alors ça dépendait, hein. C'est vrai que je travaillais beaucoup auprès de partenaires. Après, j'ai changé les titres de mes formations, effectivement. J'ai créé aussi mon organisme de formation. Alors, c'était plutôt un nom de fantaisie pour me démarquer, parce que j'intervenais pas forcément tout le temps au nom de Clifford Chance. Et donc, j'avais créé, je crois que c'était en 2013, Trident Formation. J'avais créé un site internet. Pourquoi Trident ?
Pourquoi Trident? Alors ça, c'est une vieille histoire parce qu'on travaillait d'abord sur les logos et on a eu un logo de Trident et je trouvais ça formidable. Et donc j'ai appelé l'organisme Trident, qui s'appelle plus du tout Trident maintenant. C'est devenu Dirigé en temps de crise. Et récemment, il y a deux ans, je l'ai réintitulé Detect, qui est en fait Dirigé en temps de crise Trident. Detect et qui permet la détection des difficultés avec un nouveau site internet qui était plus cette fois-ci dédié à la détection des entreprises à racheter à la barre du tribunal. Voilà, donc il y a eu plein de projets, de petits projets comme ça sur la formation, l'information, les sites internet. Et vous dites que vous faisiez pas tout pour Clifford, donc vous aviez c'était dans une dynamique de développement d'une clientèle propre ou c'était dans une dynamique de peut-être cette clientèle la ramener à Clifford ou quelle était votre idée derrière le fait de créer votre propre organisme de formation et de faire votre truc de votre côté? C'était pas du tout pour avoir ma propre clientèle. En fait, ça a été créé sur la base d'une petite histoire anecdotique, voilà, parce qu'à l'époque, j'avais proposé une formation à un organisme, et donc j'avais pas encore Trident. En général, ça se passait avec Clifford Chance, mais ça n'avait pas du tout plu au managing partner de l'époque de Clifford Chance. Bien que tout ait été fait dans les règles de l'art avec la DIRCOM, etc. Mais la thématique et le lieu n'avaient pas plu et donc je m'étais fait remonter les bretelles. Et j'étais très très amère, vraiment très très amère parce que j'avais en plus l'impression de passer du temps à faire du business développement et c'est du temps qui n'est pas du tout comptabilisé dans vos heures facturables, dans votre bonus. Enfin bon, je me faisais plaisir aussi, disons-le, mais je trouvais que c'était aussi de l'investissement que je donnais pour le cabinet et je trouvais ça affreusement injuste. Et donc, c'est depuis ce moment-là que je dis, puisque c'est ça, moi, mes formations, à part quand c'est Clifford Chance qui me le demande, quand ce sera mon initiative, ce sera mon nom. Et puis, comme je trouvais que ce n'était pas forcément bien de le faire sous mon nom, je me suis créé un nom de fantaisie et puis c'est parti un petit peu comme ça. Et alors, pour l'anecdote quand même, c'est que lors de cette formation, j'ai rencontré le premier client que j'ai apporté à Clifford Chance. Et tac. Voilà. Et il en a dit quoi, ça, le managing partner? Je ne sais pas s'il l'a vraiment su, mais j'étais très fière d'apporter un client au cabinet parce que c'est très difficile d'apporter un client à Clifford Chance. Entre les conflits tchèques et les honoraires qui font qu'on ne prend pas des dossiers en dessous de certains montants, c'est vrai que j'imagine que... Ah oui, c'est plus simple d'avoir un dossier perso quand on est collaborateur que d'apporter un client pour le cabinet. Et le client là, qui était un fonds, a fait des dossiers, des dossiers intéressants avec le cabinet. Et puis je gardais contact avec les gens qui sont partis dans d'autres fonds. Et finalement, ça m'a fait d'autres clients pour les cabinets qui ont suivi. Et pour moi, par la suite. Donc voilà, mais sans avoir de vrais calculs, en fait. Je pense que j'avançais plus par rapport à mes envies sur le moment. Non, mais c'est amusant que ce soit issu de... j'ai cette initiative, vous me retoquez, ok, elle va avoir lieu, tant pis, ce sera pas pour vous, quoi. Puis bon, finalement, ils en ont quand même récolté les fruits, mais c'est quand même amusant de voir. Et vous dites que vous sentiez pas de le faire à votre nom et que du coup, vous avez préféré créer une autre entité pour héberger votre activité de formation. Pourquoi ? Je sais pas, c'est peut-être un petit reste du Mercator qui était là et qui faisait que je trouvais qu'un nom de fantaisie était mieux pour créer quelque chose destiné à un public plus large que mon nom, qui était le nom d'une petite collaboratrice d'un grand cabinet qui n'a pas vraiment d'écho. Donc voilà, puis ça m'amusait de créer un nom, un logo. C'était peut-être déjà une première démarche entrepreneuriale. C'était du coup une activité accessoire. Enfin, c'était déjà d'un point de vue, pardon, là je pense déontologique, mais comment ça se passait d'un point de vue structuration ? C'était rien, c'était un nom de fantaisie pour donner des oui, mais en fait c'était facturé par votre...
du coup, c'est... Mais je ne facturais rien. Vous facturiez rien. En fait. Je ne facturais Ah rien ouais. du tout. J'ai toujours fait de la formation Donc gratuitement. Donc vous avez créé un nom qui était rattaché à aucune entité juridique. Enfin, c'est mon BNC. Moi, j'ai toujours été en BNC, avocate libérale. Donc, vous avez la capacité de développer de la clientèle et d'avoir des activités annexes propres. Par exemple, j'allais enseigner à la fac et du coup, là, c'est votre activité BNC qui vous permet d'aller enseigner. Mais en fait, quand vous êtes dans des gros cabinets, vous ne facturez pas la formation, l'information. Tout est pro bono, business développement. Donc, j'ai jamais véritablement eu l'idée de le facturer. Peut-être que j'ai dû faire un petit peu de facturation BNC finalement, une ou deux fois, mais c'était anecdotique. Je pense que c'était pour le plaisir. Et puis, bon, il y avait quand même une démarche de business développement. Et derrière, c'est intéressant parce que derrière, il y a du bluff. Il y a un petit coup de bluff dans le fait de dire oui, avec mon organisme de formation Trident, nous allons vous faire une formation. Du coup... même si du coup le truc n'est pas apparent sur aucun document parce que comme il n'y a pas de facture émise, la situation se soit, mais il y a un petit côté de l'extérieur, mais je trouve ça super. Il y a un petit côté bluff, quoi. C'est cool. Il y avait un côté de business développement et puis je pense qu'il y avait aussi la volonté d'aller prêcher la bonne parole. Ça fait un peu orgueilleux de dire ça, mais non, mais je comprends, je fais pareil. J'avais quand même au fond très envie de faire passer des messages. Je l'ai fait. Alors effectivement, il y avait des clubs de managers de transition, des boîtes de conseils, etc. C'est surtout auprès d'eux. Alors pour les équipes en interne, parfois pour leurs clients. J'avais dû le faire une ou deux fois aussi en louant des locaux dans des hôtels. Mais l'idée, c'était vraiment d'aller faire connaître aussi les procédures de prévention, surtout la prévention des difficultés. Et je me souviens qu'un jour, on en avait aussi parlé avec un juge du tribunal de commerce de Paris et on était complètement alignés sur le fait qu'il fallait faire quelque chose et notamment dans des formations post-bac, école de commerce post-bac, aller leur donner des enseignements, même flash, sur les procédures de prévention des difficultés, les procédures collectives. Donc, on avait pris notre bâton de pèlerin pour aller voir des responsables dans les réseaux post-bac, école de commerce. Ça a été difficile, en fait. Ça a été beaucoup de frustration parce que c'était il y a longtemps. Et effectivement, on avait ce discours qui était de dire... non, mais les étudiants, ça ne les intéresse pas. Il faut leur parler de management, il faut leur parler alors de développement personnel, mais ne leur parlez pas de l'entreprise qui est en difficulté. Et on entendait ça, nous, on tombait de haut. Enfin, pour nous, on marche sur la tête parce que la vie de l'entreprise... elle est faite de haut et de bas. Et si on n'apprend pas aux futurs dirigeants que effectivement il y a des bas, que ça peut arriver, que c'est normal, c'est pas une catastrophe et que surtout il y a des solutions pour s'en sortir, on n'aura pas les bons réflexes de ces dirigeants-là au bon moment. Et d'ailleurs, ma phrase trident, c'était les bons réflexes au bon moment, dirigeants, ayez les bons réflexes au bon moment. Voilà. J'adore. Quelle était la situation typique qui vous frustrait, où vous vous disiez mais ça, si on avait fait ça, s'ils avaient su que on n'en serait pas là. C'était assez souvent frustrant parce que sur chaque dossier, vous pouviez vous dire que le dirigeant, s'il était venu un tout petit peu plus tôt vous voir, vous auriez eu une palette de mesures beaucoup plus large à mettre en œuvre. Donc oui, chaque dossier en soi est frustrant et même quand il intervient tôt, on a toujours à dire qu'il aurait pu encore intervenir plus tôt. Donc voilà, c'est toujours le cas, mais il y a aussi un autre élément qui est que effectivement, vous vous dites oui, si on avait communiqué, si on avait communiqué, surtout, on n'en serait pas arrivé là. Et ça a été aussi un de mes premiers apprentissages qui était de me rendre compte qu'on ne communiquait pas assez sur les dossiers. Que ce soit avec ses clients ou avec les gens qui vous entourent, vos partenaires, les autres conseils ou les avocats de la partie adverse. Et parfois, on n'ose pas. On peut passer des heures à imaginer ce que peut imaginer l'autre partie. Et finalement,
ça fait gagner beaucoup de temps de se parler, de décrocher son téléphone. Et donc, j'ai beaucoup plus facilement communiqué. Je pense que dans les premières années, j'osais pas décrocher mon téléphone. Et après, c'est un réflexe que j'ai eu beaucoup plus et qui m'a beaucoup servi, y compris pour donner des formations, par exemple, appeler un dirigeant. La communication, elle est simple et il faut désacraliser un peu les choses et oser aborder les gens. Donc, appeler un dirigeant, c'est un dirigeant qui est déjà un de vos clients pour lui dire il y a ce point-là, non, si vous voulez, je pourrais faire ça en interne pour vos équipes. Ou est-ce que c'est aussi des prospects, des personnes avec qui vous aimeriez travailler et de se dire pourquoi pas, je décroche mon téléphone, je propose et on verra bien. Oui, ça peut être. Alors, le dirigeant, effectivement, on peut. Alors généralement, quand on est dans le domaine ou dans la phase de restructuration, on ne travaille pas au développement. Et puis de toute façon, maintenant, c'est pas mon positionnement stratégique. Je travaille sur les dossiers, sur la restructuration. Une fois que la restructuration est terminée, je referme le dossier. Et je laisse les autres avocats continuer à travailler sur la partie droit social, corporate. Je n'ai pas du tout vocation à approfondir davantage la relation avec le client. Ce n'est pas mon positionnement stratégique aujourd'hui. Mais oui, ça peut être le cas, effectivement, avec des prospects, avec un journaliste, avec un professeur, voilà. Et donc, pour en revenir à ces initiatives, donc on a parlé du lobbying, on a parlé de la formation que vous avez fait en partie de votre côté, bien sûr tout ce qui est rédaction d'articles que vous faisiez, vous vous dites mais je trouve que ça va avec la formation, parfois seul, parfois avec votre associé. Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives? On a parlé de l'aspect franco-allemand. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Moi je me dis que cette liste peut être infinie. Il y en a une que je ne peux pas ne pas citer, c'est le réseau féminin Restructuring, les Women in Restructuring. Alors ça, c'était aussi une idée qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Vous l'avez initié quand? Alors, je l'ai initié formellement, c'était en 2018 que les statuts ont été déposés, mais ça faisait assez longtemps que le projet était dans le pipeline. C'était assez challenging parce que j'ai travaillé dans un milieu très masculin. Mon associé était un homme, les collaborateurs généralement autour de moi étaient des hommes, donc je ne sentais pas avoir de l'adhérence particulière, évidemment, pour ce genre de projet. Et puis, en fait, moi, j'avais déjà un pied dans les réseaux restructuring en Allemagne, qui avait beaucoup d'avance sur nous. Du fait de cette initiative franco-allemande que vous aviez initiée ou tout simplement de manière plus large Je ne sais pas d'où ça vient, mais avant la crise Covid et depuis toujours, j'étais quand même tous les 4 matins en Allemagne. Enfin, moi, j'ai grandi à la frontière franco-allemande, donc finalement, d'être beaucoup en Allemagne, c'est presque naturel. Et effectivement, entre les dossiers, ces initiatives, ce lobbying, etc., on avait l'occasion d'être beaucoup en Allemagne. Et puis, quand je rentrais à la maison, de toute façon, j'étais en Allemagne, j'ai des amis en Allemagne. Donc je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, mais j'avais déjà des amis de ces réseaux restructuring, et notamment un réseau qui s'appelle Distressed Ladies en Allemagne. Et donc mes amis de ce réseau me disaient « Oh Mylène, il faut organiser quelque chose avec les femmes du restructuring en France. Fais quelque chose. » Et puis effectivement, un jour, j'en ai parlé à Hélène Bourboulou, qui est une administrateur judiciaire très, très connue et qui était très enthousiaste à cette idée. Et puis finalement, assez rapidement, de l'idée de faire une rencontre entre les femmes professionnelles françaises et les Allemandes, on se dit pourquoi pas créer une association et déposer les statuts. Et puis voilà. On a regroupé autour de nous d'autres membres pour faire partie du bureau, et puis l'aventure a été lancée et l'association marche très bien. Vous dites que du coup c'était encore un euro qui vient de partir, c'était une initiative
Je prends cet engagement très au sérieux. C'était une initiative qui vous a été, entre guillemets, soufflée à l'oreille par ce groupe allemand qui s'était déjà constitué, mais que vous aviez ça en tête depuis un moment, que vous avez évolué dans un milieu donc très masculin. Euh, Qu'est-ce que vous vous êtes dit, enfin, pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, tiens, une association des femmes professionnelles du secteur, ça peut nous apporter et qu'est-ce que vous attendiez, qu'est-ce que vous aviez comme attente ou comme idée autour de la création de ce réseau féminin? Alors, il y en avait beaucoup, mais c'est vrai que je gravitais déjà dans un certain nombre de réseaux professionnels féminins. Alors, j'y suis toujours, les femmes chefs d'entreprise, les FCE, dans des réseaux d'alumni Sciences Po, Femmes et Société. Enfin, il y a divers réseaux féminins dans lesquels je gravitais, avec effectivement une visée professionnelle, de networking, de business développement, et puis d'échanges d'informations, d'informations, de bonnes pratiques, etc. Donc il y avait cette idée proche du business développement et du networking professionnel. Et puis il y avait aussi beaucoup l'idée de se retrouver avec les autres femmes du restructuring et de créer un moment ou un lieu d'échange, de rencontres sympathiques, en fait, de bons moments. Et je pense que ces deux choses mélangées, on fait les huirs. Et puis, il y a plein d'autres choses qui en ressortent. Et je pense que finalement, chacune vient y puiser ce qui lui est propre, ce qu'elle peut chercher, ce qu'elle a envie d'y trouver, qui n'est pas forcément la même chose que ce que l'autre va venir y puiser. Aujourd'hui, on est en 2021, donc ça fait 3 ans que l'association existe. Quel est votre bilan personnel de cette expérience? Déjà, vous, est-ce que ça vous a rapporté des dossiers? Est-ce que c'est plus de la formation? Est-ce que c'est plus, quel est votre bilan de ces 3 ans des femmes du restructuring? Un bilan très positif. Je suis très contente et très fière d'avoir été à l'initiative et puis d'en être la présidente, d'animer le réseau. Et c'est très positif parce que j'ai l'impression que ça apporte beaucoup. En tout cas, j'ai énormément de retours positifs des membres et ça me fait... Qu'est-ce qu'elles vous disent, les membres? Elles me disent qu'elles adorent, qu'elles y trouvent beaucoup de choses bien, parce que l'idée aussi, c'est d'y mettre beaucoup de bienveillance. C'est notre mot-clé, notre valeur centrale, en fait, la bienveillance. Et on a toute envie de se retrouver, en fait, dans ce terme-là. Et c'est vrai que quand j'ai fondé l'association, je voulais en faire un lieu de bienveillance. J'avais besoin qu'on se retrouve autour de cette valeur et qu'on la fasse vivre et qu'on puisse le disperser autour de nous, le diffuser autour de nous. Parce que moi, par exemple, quand je reçois des messages d'auditeurs ou de clients de Fleurs d'Avocat, ce qu'ils vont me dire, c'est que ça leur fait du bien parce que ça leur donne une fenêtre sur une vision positive de l'exercice de la profession d'avocat qu'ils trouvent assez peu finalement ailleurs. Ils vont me parler du fait que ça leur donne confiance en le fait que ils peuvent exercer d'une manière dont ils pensaient que c'était pas possible parce que ils ont une vision très stéréotypée de ce que c'est que d'être avocat. Donc j'étais curieuse de savoir ce qui ressort de quand les membres vous font un feedback, un retour. Qu'est-ce qu'elles mettent en avant. Donc vous, ça fait du bien d'avoir cet espace. Je pense que ça fait du bien et les gens sont les femmes, les membres sont contentes de se revoir à chaque fois. Alors effectivement, là,
l'année et demie qui a précédé a été assez perturbée, mais on s'est beaucoup vu par visioconférence. Mais à chaque fois, on sent que c'est un vrai moment de plaisir, de bonheur, de se retrouver sans chichi, sans tralala, comme on dit. Hein. C'est au naturel, avec de la bienveillance, de la convivialité. Et puis on bosse aussi, on est aussi sérieuse quand il le faut. On a beaucoup de moments de conférences, alors bien évidemment autour de thèmes du restructuring, mais pas seulement. Voilà, on a eu des intervenants qui nous ont parlé du fait de pouvoir prendre confiance sur l'anglais. On a eu un intervenant qui est venu nous parler des neurosciences, de la méditation, des neurosciences et du leadership en entreprise. Donc des thèmes qui sont aussi proches du développement personnel. Et je pense que ça, c'est aussi une particularité de l'association. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti un tel besoin d'avoir cet espace de bienveillance ? Est-ce qu'il vous faisait défaut par ailleurs ? J'ai pas évidemment eu le sentiment que le monde professionnel dans lequel je naviguais était un modèle de bienveillance illimitée. C'est un monde difficile, hein, pour être très franche, et c'est un secret pour personne. C'est le monde des affaires, le monde de la finance. C'est un monde difficile, c'est un monde qui est extrêmement concurrentiel et dans lequel on m'a pas beaucoup fait de cadeaux. J'ai beaucoup eu l'impression qu'on m'a surtout tiré dans les pattes dès qu'on le pouvait. Et en fait, oui, j'avais besoin d'être tirée ou de recréer d'aller vers un modèle ou un espace voilà, où on puisse fermer la porte et puis souffler. Voilà. C'est cette dureté, c'est autour des tables de négo, c'est dans le monde du travail, dans les équipes, c'est dans le développement, ce qu'on peut vous dire ou pas vous dire justement dans vos efforts de développement et pour vous accompagner dedans comme entrepreneur. C'est partout. Quel était votre où est-ce que vous souffriez le plus de cette dureté ? Alors peut-être pas en tant que collaborateur dans un grand cabinet. Alors c'était dur parce qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'exigences, mais bon, je me mettais aussi beaucoup la pression, j'ai toujours travaillé comme ça, donc c'était pas là où ça a été le plus difficile. Je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à me positionner comme quelqu'un qui prenait son bâton de pèlerin et pouvait devenir un associé, donc qui garde de la clientèle, qui va chercher de la clientèle propre. Et puis à partir du moment où effectivement je suis sortie du cabinet et puis j'ai essayé de faire ma place et de trouver ma place. Donc ça a été 3 années assez éprouvantes, et en même temps qui m'ont fait énormément mûrir. Enfin, je suis sortie de la maison en fait. Hein. J'étais un peu comme à la maison dans le cabinet Clifford Chance. Vous êtes dans une équipe, vous êtes bien au chaud, vous êtes collaborateur, on vous garde. Vous êtes un outil, vous êtes un outil pour le cabinet pour travailler sur les dossiers. Donc on vous chouchoute, on va dire. Et puis après, place à une autre cour où vous travaillez avec les autres, mais aussi en concurrence. Et avec un monde qui est ultra concurrentiel, ultra compétitif. Quand est-ce que vous vous êtes dit, à partir de quand est-ce que vous vous êtes dit, tiens là, j'ai envie de sortir je n'ai plus envie d'être juste une collaboratrice, j'ai envie de commencer à faire ma place, à me positionner autrement et à construire mon business. Est-ce que vous étiez chez Clifford et c'était aussi dans une perspective d'y évoluer peut-être en interne, ou est-ce que tout de suite ça a été dans une perspective d'en partir ? Enfin, comment ça s'est fait cette mue ?
Alors, assez tardivement. J'aurais peut-être dû réagir un petit peu avant, mais c'est vrai que j'étais bien dans mon confort, hein, encore une fois. Mais à un moment donné, il était devenu évident que l'associé avec qui je travaillais devrait partir à la retraite et que donc le cabinet cherchait à recruter un associé. J'étais trop jeune en fait pour pouvoir prendre le poste d'associé, et donc ça voulait dire pour moi nécessairement partir à bref délai. Donc en fait, en toute transparence avec mon associé, je lui ai indiqué que maintenant il fallait que je parte, que je prenne mon envol. Et puis ça s'est fait à un moment donné aussi où j'avais de la seniorité et j'avais l'envie d'être le pilote, de prendre la direction d'une équipe restructuring, aller chercher des dossiers parce que c'est ce que j'aime bien faire. Et voilà, donc c'est un moment qui a commencé de manière très, très simple et qui n'a pas été très facile quand même dans la durée. Ouais, et donc la transition, elle a duré longtemps ou vous avez rapidement quitté je vais y arriver avec cette phrase. Vous avez rapidement quitté Clifford au moment après qu'on vous ait expliqué que globalement il y allait avoir ce départ à la retraite de votre associé. Non, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Ça a duré combien de temps? Ça a duré au moins un an et demi. Voilà, parce que je n'étais pas pressée non plus. Je commençais à regarder le marché. J'avais discuté avec certains cabinets. Les choses étaient allées assez loin avec un cabinet américain. Et puis au dernier moment, catastrophe, ils ont pas ouvert de département restructuring. Ils l'ont toujours pas ouvert d'ailleurs. Et donc, au branle-bas de combat, j'ai repris contact avec des chasseurs de tête. Et puis, en fait, c'est pas une bonne idée de faire durer les choses. Une fois que vous êtes rentré dans ce processus de manière ouverte aussi avec votre associé, il faut faire les choses assez vite. Et évidemment, je ne connaissais pas, hein, j'ai appris tout, j'ai eu l'expérience de cette situation. Évidemment, les relations peuvent se dégrader aussi au fil du temps parce que vous avez un pied dans le cabinet et puis un pied ailleurs. Alors, c'est normal que les choses peuvent pas forcément évoluer dans le bon sens et le temps a été un peu trop long. Et voilà, si je peux donner un conseil sur ce plan-là, une fois que vous avez pris une décision, peut-être pas l'annoncer, peut-être pas partager son projet trop tôt et lorsque le projet est pas mature, mais vraiment le partager à un moment où les choses sont bien mûries et quasi ficelées, parce que sinon ça peut être difficile. Ouais. Et donc vous dites ça a duré un an et demi, donc ça c'est la temporalité réelle et la temporalité ressentie, on est sur du 3 ans, c'est ça. Si on fait la comparaison avec les températures réelles, températures ressenties en temps de grand vent. Et donc cette possibilité d'association dans un cabinet américain en parallèle, d'autres discussions avec des chasseurs, etc. Vous envisagiez de vous installer à votre compte ou vous disiez qu'avec votre pratique à ce stade-là, c'était pas possible? Ah non, ça m'était absolument pas venu à l'idée à ce moment-là. Déjà, partir d'un cabinet comme Clifford Chance, c'était déjà une révolution. Enfin, c'était un bouleversement dans ma vie, hein. On a l'impression que c'est la fin du monde, la fin de la carrière, que si on fait le choix qui n'est pas le plus parfait possible, c'est une catastrophe et on aura détruit tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. Enfin, voilà. Et en réalité, c'est assez simple, hein, de changer de cabinet. Mais je ne me voyais pas du tout à ce moment-là poser ma plaque, hein, comme je l'ai fait après. Non, je voulais rejoindre un cabinet, soit anglais, soit américain. C'était le choix absolu. C'était soit un cabinet anglais, soit un cabinet américain, travailler sur des dossiers internationaux, parler anglais, parler allemand. Et puis finalement, j'ai été en contact avec un chasseur de tête qui m'a dit que Auguste de Bouzy recherchait quelqu'un pour développer l'équipe. C'était un cabinet français, il y avait déjà un associé, qu'est-ce que je pouvais bien aller faire? Et j'ai eu des échanges, et puis effectivement, l'idée, c'était d'aider l'associé à développer la pratique internationale au niveau du cabinet, dans un cabinet qui est très prestigieux,
vraiment avec une excellente clientèle. Donc mon choix s'est porté sur le cabinet Auguste de Bouzy, voilà, dans lequel j'ai eu une très belle expérience, hein, des beaux dossiers. Je ne m'imaginais pas, mais vraiment des beaux dossiers comme ceux que je travaillais au sein de Clifford Chance. Et puis en fait, l'aventure, elle a duré un petit peu, mais pas autant de temps que je le pensais, parce que rapidement, j'ai eu d'autres opportunités. Et notamment une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer pour être associée à la création d'un cabinet restructuring. Qu'est-ce que, avant de parler de cette opportunité, et j'imagine que c'est le cabinet actuel, à votre avis, à quoi est-ce que vous attribuez cette perception que vous aviez que la suite hors de Clifford Chance, c'était nécessairement un cabinet anglais ou américain, qu'il fallait nécessairement que ce soit un certain type de principe, enfin de pratique. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui fait que vous restreignez autant le champ des possibles en fait pour la suite de votre carrière? Parce que j'avais jamais rien vu d'autre. J'avais été formatée dans un cabinet anglo-saxon, ce qui est un véritable, superbe formatage, hein, ouais. Au demeurant, c'est la pratique de l'excellence et l'ouverture sur l'international. Donc c'était formidable, mais je n'imaginais rien en dehors de ce que je connaissais, donc pas trop d'ouverture d'esprit à ce niveau-là. Et finalement, en fait, j'ai eu des étapes un peu, voilà, un franchissement d'étapes du cabinet international vers le cabinet français, puis vers la boutique. Et en fait, c'était un passage finalement, un cheminement presque obligé. Et rejoindre Auguste de Bouzy, cabinet français, mais vous constatez qu'en fait, vous avez des dossiers qui sont avec des clients qui sont tout aussi prestigieux et des dossiers qui sont aussi internationaux. Et est-ce que c'est aussi ce qui vous a aidé à ouvrir les écoutilles d'une certaine manière et à vous dire peut-être que le type de structure n'est pas un prédéterminant absolu du type de dossier et de l'intérêt et de la qualité des dossiers sur lesquels on va pouvoir travailler? Oui, je pense que ça m'a aidé. Enfin, je pense que déjà le fait de sortir du cabinet où vous avez fait toute votre vie, même si moi c'était 10 ans et ça peut être moins, mais déjà le fait de franchir cette étape, ça permet de poser les choses et de se rendre compte qu'il n'y a rien de dramatique et que c'est assez facile, assez enthousiasmant. Donc juste le changement fait du bien. Et puis effectivement, après, on apprend, on voit comment d'autres cabinets font, quelles sont les autres pratiques. On trouve que c'est aussi très intéressant, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis en fait, j'ai eu aussi la possibilité au sein du cabinet Auguste de Bouzy de garder un certain nombre de clients, de développer des clients. Ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi. Et donc, c'est là que vous avez vraiment pris votre envol de développement d'une certaine manière? Oui, parce que je voulais quand même arriver chez Auguste de Bouzy avec un business plan et puis le réaliser. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup travaillé en arrivant dans le cabinet pour continuer à développer, ramener des dossiers au sein du cabinet, ce qui était assez difficile parce qu'il y avait déjà beaucoup de dossiers. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ce qu'on attendait de moi, de développer la clientèle, parce qu'elle était déjà là. Il y avait surtout besoin de travailler les dossiers. Et c'est aussi pourquoi je me suis dit, non, moi, je veux développer de la clientèle. Je veux véritablement avoir une fonction d'associé et plus une fonction de collaborateur, counsel, traitant les dossiers. J'étais partie pour un autre envol. Il y a vraiment cette patte doigt à un moment de est-ce que je veux prendre une posture entrepreneuriale ou est-ce que je veux continuer à être plus dans le traitement des dossiers. Et c'est vrai que l'aspect plus se concentrer sur la technique et sur le traitement est moins répandu parce que d'une certaine manière les cabinets font principalement monter les gens par le développement d'un business, mais bon, ils sont quand même bien contents d'avoir des experts qui
papauter les dossiers. Et donc, vous dites que vous avez cette belle opportunité qui s'est présentée à vous et que vous ne pouviez pas refuser. Donc, j'imagine que c'est votre associé actuel. Comment ça s'est passé? Racontez-moi cette histoire d'installation, de plaques posées, de boutiques aux antipodes de votre culture initiale. Alors effectivement, c'était avec mon associé actuel Véronique Daubel, que j'ai rencontrée chez Auguste Debouzy, qui travaillait au sein de l'équipe restructuring également. Et puis nous n'étions pas seuls parce qu'il y avait deux autres associés qui venaient d'un autre cabinet d'avocats. Donc en fait, c'était un peu un spin-off de ce cabinet et de l'autre cabinet d'avocats et une possibilité de créer une boutique restructuring. Alors c'est vrai que nous étions 4, moi j'étais la plus junior et je sentais aussi que voilà, j'avais la possibilité de m'associer à des gens qui avaient déjà un beau nom, une belle expérience, qui pourraient continuer à m'apporter, à m'apprendre dans le domaine du restructuring. Donc j'étais très heureuse de pouvoir prendre à nouveau mon bâton de pèlerin et participer à une aventure entrepreneuriale incroyable. Ça fait combien de temps que vous avez créé ce cabinet ? Alors, on a créé le cabinet le 1er janvier 2019. Donc, dès la fin de 2018, j'étais partie de chez Auguste Debouzy et je travaillais dans mon bureau à la maison. Beaucoup. Je commençais à préparer l'aventure. Sur des dossiers existants en fait. Oui, ça a été aussi une continuité dans le traitement des dossiers quand même. Ouais, parce que du coup vous avez gardé une clientèle, il y a une continuité dans cette clientèle que vous avez commencé à fortement développer quand vous étiez chez Auguste Debouzy qui vous a suivi. Mm-hmm. Mm. Oui, et notamment des clients allemands. Alors des entreprises allemandes, des administrateurs judiciaires allemands. Et en fait, c'était mon positionnement initial. Je voulais absolument développer le franco-allemand. Et effectivement, la première année, elle a été faite beaucoup sur le franco-allemand. Et puis, au fur et à mesure, en fait, les dossiers se sont élargis. Et finalement, c'est beaucoup plus à l'international aujourd'hui que sur le franco-allemand, même si je continue à avoir une activité très orientée vers les pays germanophones. Donc, si on reprend cette création, vous êtes 4 associés, vous êtes la plus jeune, restructuring. Vous dites qu'au début, vous aviez un positionnement très franco-allemand, vous vous axiez beaucoup dessus. Est-ce que vous aviez un projet plus de cabinet ? Est-ce que vous saviez, est-ce que vous vous étiez posé la question du positionnement du cabinet et pas juste vous, chacun individu associé avec son portefeuille ? Oui, on a eu évidemment des discussions stratégiques. Alors évidemment, la première chose dans l'immédiat, c'est de poser le cabinet, de développer sa clientèle, de prendre un petit peu le temps. Mais les réflexions stratégiques étaient dès le départ de rester en boutique restructuring. Alors c'est vrai que dans mon idée, un vrai développement, ça devait passer par l'intégration d'associés corporate, social, finance, etc. Mais autour de moi, ce n'était pas du tout la vie générale. Et puis de toute façon, je me rangeais à la vie générale. Enfin, encore une fois, j'arrivais junior, j'écoutais ce qui se disait. Mais je trouve que c'était bien avisé parce que ce positionnement stratégique, j'y adhère à 200% en fait, d'être positionné uniquement sur le restructuring et pas forcément d'avoir une visée de développement d'un cabinet pour devenir un cabinet transverse. En tout cas, pas aujourd'hui. Et est-ce que cette vision de cabinet, elle a évolué ou est-ce que c'est juste votre pratique qui, au gré des opportunités, est passée du franco-allemand à l'international plus général ? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous avez évoqué le positionnement stratégique actuel de votre structure. Et j'ai plus les mots en tête que vous avez mentionnés, mais vous avez dit voilà, maintenant le dossier, le dossier, une fois qu'il se clôture, la procédure de sauvegarde, où je vais utiliser des mots qui sont pas les bons, j'en suis sûre. Une fois que ça se clôture, après
le dossier, on le laisse, on n'est plus dans la continuité de cette relation. Donc si vous deviez dire en une phrase, en 2 phrases, quel est le positionnement stratégique de votre cabinet, c'est-à-dire quand est-ce que vous vous saisissez du dossier, quand est-ce que vous souhaitez être saisi du dossier, et au contraire, du coup, quand est-ce que ça s'arrête et à partir de quel moment est-ce que vous travaillez avec d'autres acteurs, que ce soit en coopération ou au contraire juste là notre cabinet on considère que c'est plus du restructuring, donc on vous envoie le client. Enfin, c'est quoi ma question est tellement longue. S'il y a un mot, c'est peut-être le one shot. En anglais, on fait du one shot, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la relation récurrente avec un client. D'ailleurs, il ne serait pas content d'être en restructuring permanent, même si effectivement, là, sur la crise Covid, on a des dossiers qui durent assez longtemps avec la crise. Mais c'est-à-dire qu'on a vocation à intervenir de manière extrêmement ponctuelle sur un dossier entre 3-6 mois, on va dire, parfois 8 mois, ou un petit peu plus sur du judiciaire. Mais l'intervention, elle est ponctuelle. Une fois que la restructuration, elle est faite, on espère que cette restructuration, elle est pérenne et on n'a plus nécessairement vocation à échanger avec le client. Alors c'est important aussi stratégiquement parce que un certain nombre de dossiers nous viennent de confrères qui n'ont pas de pratique restructuring et qui s'appuient sur nous et qui savent que par la suite, on ne va pas garder la relation clientèle, que voilà, tout est safe avec nous et qu'on repartira. Donc ça, c'est important d'un point de vue stratégique. C'est aussi très déroutant parce qu'on passe des moments, des périodes extrêmement intenses du point de vue humain avec nos clients. Alors surtout quand on est du côté débiteur, dirigeant, on est au quotidien à leur côté ou au téléphone avec eux dans des moments qui sont lourds de conséquences, avec des décisions extrêmement importantes sur la vie de l'entreprise, sur la survie de l'entreprise ou la disparition de leur entreprise. Donc c'est leur vie en fait, leur bébé qui peut être en question. Donc des périodes très intenses et puis tout à coup ça s'arrête. Et j'ai eu un dossier comme ça. Alors c'était un dossier que j'avais eu dans la première année où j'avais restructuré un groupe de presse, avec un journal local, de l'imprimerie. Il y avait plusieurs sociétés, un groupe familial historique et une dirigeante incroyable, avec un charisme incroyable, une personnalité. Donc on était toutes les deux femmes dans cette restructuration, très difficile, très très difficile. Et en fait, au lendemain de l'audience, je lui dis, écoutez, j'espère que tout se passera bien, on refait un petit point, mais finalement, je pense que le dossier s'arrête là et vous n'aurez plus mes coups de fil au quotidien pendant des heures. Et elle m'a dit quelques jours après que ça lui faisait très bizarre, qu'elle était perdue, que nos appels lui manquaient presque. Mais voilà, c'est comme ça et tant mieux, parce que je pense que sur le fond, il vaut mieux que nos clients ne nous revoient pas de sitôt. C'est comme quand on fait du droit du dommage corporel ou du divorce, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus que le client il soit là tous les 4 matins, parce que vraiment, ce serait pas de bol. Et donc vous dites que vous avez une partie de votre clientèle qui vous vient qui vous est envoyée par des confrères qui n'ont pas de département en interne. Est-ce que c'est des avocats que vous avez démarchés? Est-ce que au contraire juste ils ont suivi votre parcours parce que c'était votre réseau déjà existant et donc ils vous ont envoyé les dossiers? Est-ce que vous avez eu des démarches plus proactives pour provoquer cette coopération ou c'est venu Non, c'est venu naturellement et je ne pensais pas en fait qu'effectivement une partie de l'activité serait assise sur une sorte de sous-traitance en fait pour des cabinets, soit des cabinets étrangers qui n'ont pas de bureau à Paris, soit des cabinets parisiens qui n'ont pas de département restructuring. Et finalement, en fait, ce sont des dossiers qui viennent d'avocats que je connais parce que j'ai travaillé avec eux.
dans les autres, soit chez Clifford Chance, plus souvent c'est chez Clifford Chance ou sur des dossiers. Donc en fait, on a travaillé ensemble sur des dossiers restructuring. Et donc, effectivement, il y a une volonté de retravailler ensemble. Et la réciproque se fait aussi. C'est-à-dire que moi, sur mes dossiers, j'ai besoin de compétences en droit des sociétés, en droit social, en financement, lorsque l'on arrive sur des contrats complexes, en taxes. Enfin, voilà, on a besoin de travailler avec eux. Et moi aussi, je me tourne vers eux. Donc, effectivement, oui, c'est arrivé parce que, avec ces années chez Clifford Chance et dans d'autres cabinets, on se crée un réseau de confrères qui ont envie de continuer à travailler avec moi et avec qui j'ai envie de continuer à travailler. C'est super, l'aventure continue. Vous diriez que c'est une part majoritaire ou de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, enfin en termes d'origine de dossier, ou est-ce que quand même la majorité c'est des entrepreneurs en difficulté qui vous contactent direct? Enfin, je dis comme si vous étiez que du côté débiteurs, mais des acteurs de ces procédures collectives qui vous contactent directement pour que vous les assistiez dans cette période. Alors ça commence à devenir une part importante. Alors ça peut être aussi des confrères que je connais de réseaux internationaux. Des confrères étrangers ou avec qui on a pu nouer des liens parce qu'on a fait des guides insolvency ensemble pour des journaux internationaux, des choses comme ça. Donc effectivement, des bureaux étrangers sans forcément avoir des liens très très étroits avec un individu en particulier peuvent avoir tendance à se tourner vers une boutique restructuring parce que ils savent effectivement que derrière, il n'y a pas de problématique sur les autres matières, surtout s'ils ont aussi un bureau. Ils ont confiance en vous, quoi. Oui, voilà. Donc c'est cette pratique. Beaucoup de cabinets allemands aussi, parce que le marché allemand est structuré avec beaucoup de cabinets allemands, en fait, et donc pas nécessairement internationaux, mais on a de très beaux cabinets allemands de droit des affaires et de droit des entreprises en difficulté, sachant qu'en fait aussi ce sont des administrateurs judiciaires qui peuvent aussi me mandater directement, et notamment en Allemagne, qui sont aussi des avocats, en fait, puisqu'en Allemagne, les administrateurs judiciaires sont des avocats. Donc finalement, c'est assez varié, la situation est un peu différente, mais ça peut être sinon effectivement des clients, des groupes qui viennent me voir parce que j'ai pu les connaître dans une vie antérieure, travailler pour eux, ou travailler pour eux alors qu'ils avaient des casquettes différentes dans d'autres groupes. Et donc, ils reviennent vers nous parce que ce sont des managers de transition aussi. Il y a un réseau de managers de transition allemands notamment qui peut faire appel à moi. Donc, c'est assez varié. Maintenant, j'ai pas beaucoup de recul. J'ai 3 ans de recul. Déjà, 3 ans, c'est pas mal, 3 ans de recul pour voir un petit peu... Mais c'est intéressant que vous vous attendiez pas à ce qu'il y ait autant de dossiers qui vous soient confiés par des confrères, et puis en fait ça prend une jolie part de votre développement. C'est une bonne surprise, quoi. Oui, c'est une bonne surprise. Peut-être que l'année prochaine sera différente. En fait, je navigue à vue, si je peux dire, parce que de toute façon les dossiers tourne beaucoup, donc il faut constamment aller à la recherche de nouveaux dossiers, et puis les années se suivent et ne se ressemblent pas nécessairement, d'autant plus avec la crise Covid où l'activité a été assez bouleversée. Mais voilà, je prends un peu les choses comme elles arrivent plutôt bien, donc je suis contente et je m'adapte, j'essaie de m'adapter. Vous avez une préférence débiteur, créancier, investisseur, vous avez il y a des positions que vous aimez particulièrement, ou... Alors il y a une chose que j'aime bien faire, c'est côté acquéreur, dans les dossiers de reprise à la barre. Les fameux dossiers de reprise à la barre. Voilà, des investisseurs qui vont déposer une offre de reprise et pourront être choisis par le tribunal pour reprendre les actifs. Alors, je pense que tout le monde aime beaucoup faire ce genre de dossier. Vous battez pour être sur ce genre de dossier. Qu'est-ce qu'ils ont de si spéciaux, ces dossiers ?
Alors déjà, on est dans un contexte moins lourd, on va dire, c'est plus positif. On est sur une opération de croissance d'une entreprise qui va bien, avec un aspect extrêmement challenging. Parfois, certains comparent ça au poker, parce que avec du bluff sur un processus d'acquisition. Enfin, c'est plein de rebondissements, en fait. En général, c'est plein de rebondissements, un dossier. On a le deal, en fait, non, on n'a plus le deal. En fait. Oui, voilà, il faut déposer une offre, on ne sait pas ce qui a été déposé à côté, on va tâter le terrain, on va sentir, on va bluffer, les choses vont évoluer. Donc des dossiers très, très sympas. Mais finalement, j'en ai pas eu autant que je l'espérais sur les dernières années, quelques-uns. Finalement, je me suis retrouvée beaucoup côté vendeur. Sur pas mal de dossiers, j'ai été côté vendeur, notamment dans des sessions in bonis d'entreprises sous-performantes avec des prix négatifs, donc en conciliation, ou sur des sessions qui étaient pilotées dans des restructurations étrangères. Donc, voilà, parfois la demande de cabinets étrangers. La place la plus sympa, au-delà de ces dossiers d'acquisition, c'est quand même quand vous êtes côté débiteur, donc côté de l'entreprise en difficulté. Vous faites la restructuration, vous pilotez la stratégie de restructuration, mais tous les dossiers ne se font pas côté débiteur, et puis surtout sur des très grands dossiers de place. Voilà, c'est pas moi qui prendrai la place côté débiteur. Pas encore, en tout cas. Les stars du marché, et puis il y a quand même de la place sur ces dossiers pour les voir par un bout de la lorgnette, on va dire, côté créancier, ou voilà, j'avais pu faire sur des gros dossiers des sortes de second opinion pour des banques ou des choses comme ça, donc un peu dans le noir, on va dire, mais j'étais très contente finalement de regarder un peu ce qui se passait sur ces dossiers. C'est toujours source de beaucoup d'enrichissement. Ouais, et puis je doute pas que votre pratique va évoluer, justement, ça fait que 3 ans, donc je vous souhaite d'avoir de plus en plus de reprises à la barre, et puis peut-être aussi de plus en plus de dossiers côté débiteur. Est-ce que vous faites de la voile, ou est-ce que un de vos associés fait de la voile? Ah oui, parce que vous voyez les oui, tableaux, j'ai ces grands tableaux de voile derrière vous que je vois, donc du coup ça attise ma curiosité. Alors ces tableaux, ils ont une histoire dans laquelle je viens mettre un pied, mais cette histoire, elle a commencé bien avant moi, avec un cabinet d'administrateurs judiciaires qui était 41 rue du Four, et qui était le cabinet Valio Le Guernevet à Bitbol, dans lequel a travaillé mon associé Véronique Dobel. Et donc Régis Valio, quand on a créé le cabinet, nous a apporté les tableaux qui sont là devant vous, et qui étaient les tableaux de la salle de réunion de l'étude d'administrateur judiciaire, sachant qu'à l'époque, on avait visité les locaux, donc on a failli s'y installer. Et aujourd'hui, c'est un nouveau cabinet d'administrateur judiciaire qui a repris les locaux de la rue du Four. Donc toute une histoire. Ok, je vois. D'ailleurs, maintenant, vous êtes plus que 2, donc il y a eu une scission de votre cabinet par rapport à l'installation initiale? Oui. Alors en fait, c'était assez rapidement après la création. 2 des associés sont partis en fait un an après, mais on va dire que la mayonnaise n'avait pas pris, et ils ont repris chacun des directions différentes. Voilà. Donc ils se sont même pas installés tous les 2, ils ont chacun fait un truc à part. Bon, peu importe, mais c'était le projet du cabinet, c'était plus sur comment travailler, c'était... Non, je pense que on travaillait beaucoup en silo, hein. Chacun travaillait avec les clients qui l'apportaient. Et simplement, effectivement, la mayonnaise n'a pas prise. Je pense que l'un a eu une opportunité aussi par ailleurs. Et puis en fait, cette scission s'est faite assez rapidement. Et Véronique et moi sommes restés, avons gardé le cabinet. Donc on a maintenu cette stratégie de positionnement boutique, restructuring. Mais on a retravaillé autour de notre message, de nos valeurs,
de ce qu'on voulait transmettre aussi à nos équipes. Et puis voilà, récemment est sorti notre nouveau logo, notre nouveau nom, un nouveau site internet. On a rebondi. Vous vous êtes ressoudés sur ce projet. Oui. Donc le fameux One Shot Restructuring. Et du coup, vous avez parlé de ce que vous vouliez transmettre à vos équipes. Est-ce que vous voulez m'en dire un petit peu plus ? Oui, pour moi, c'est aussi un élément essentiel et qui fait que je veux être à la place de pilote. C'est important pour moi de pouvoir transmettre quelque chose. Alors, manifestement, vu toute la formation que vous avez fait, je crois qu'effectivement, on peut dire que la transmission est quelque chose d'important pour vous. Alors, évidemment, il y a dans l'expérience et dans le dur du restructuring, mais je transmets ce que j'ai acquis jusqu'à présent et je pense que le plus gros de la route, il est devant moi quand même. Donc je vais apprendre avec mes équipes, on va dire, on va être côte à côte, mais c'est surtout au niveau de l'humain et de l'expérience de vie. J'ai envie de construire quelque chose que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Une vraie aventure professionnelle où on vient chercher ici un moment de sa vie qu'on aime. Et pas seulement faire son job et aller chercher des victoires sur les dossiers. Non, c'est vraiment cette aventure ensemble, trouver de l'épanouissement dans son métier que j'ai envie de construire. J'ai envie qu'on ait une atmosphère adéquate, une atmosphère de travail bienveillante, justement, au cabinet. J'ai vraiment envie que ce soit la marque du cabinet. Et avec ça, on est très alignés sur ce point-là avec Véronique Dobel. Voilà. Quelle est votre dernière joie ? Ma dernière joie professionnelle ? Votre dernière joie, à vous de choisir si c'est professionnel, personnel. Vous êtes complètement libre de cette question. Ouais, moi, je suis tout le temps joyeuse. Non, je suis tout le temps... C'est vrai que je suis tout le temps dans l'enthousiasme et dans l'émerveillement un peu de ce que je fais, de ma chance d'avoir pu créer le cabinet, d'être libre, d'avoir des beaux dossiers, d'avoir des clients avec qui j'aime travailler, d'avoir des superbes équipes. Donc en fait, chaque moment est formidable. Et puis voilà, chaque journée, je l'apprécie comme elle est. Cette journée particulièrement, là aujourd'hui, j'ai mes enfants qui sont dans la pièce à côté. C'est un bonheur pour eux d'être au cabinet de maman et c'est un bonheur pour moi de les avoir à mes côtés. Donc on est allé au restaurant, juste avant le podcast avec les enfants et c'était formidable. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Alors celle-là, je ne m'y attendais pas du tout. Sous ma robe d'avocat, je porte généralement toujours un vêtement. Merci beaucoup Mylène pour ce partage. Merci beaucoup.